Pour ce deuxième volet, j'ai le plaisir d'accueillir normalement 3 invités, 2 pour l'instant. Gaël Estevant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, vous êtes chargé de recherche au laboratoire Aménagement, Économie, Transport, et vous êtes une spécialiste de l'analyse et de la comparaison des systèmes de mobilité urbaine à l'échelle internationale. Vous vous intéressez en particulier aux innovations liées aux mobilités automobiles. À vos côtés, Arnaud Passalacqua. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, avec également une formation d'ingénieur et d'urbaniste. Vous êtes professeur des universités à l'École d'urbanisme de Paris et vous vous intéressez aux enjeux des mobilités dans la société contemporaine, à la frontière des artefacts matériels, de l'imaginaire et des savoirs. Entre autres casquettes, vous êtes aussi secrétaire scientifique du comité Histoire de la Société du Grand Paris. Avec vous, nous allons donc nous interroger sur les mobilités dans la ville du futur et je crois que notre troisième invité, Mathieu Flonneau, est arrivé. Bonsoir Mathieu Flonneau, installez-vous. Nous n'attendions plus que vous. J'en profite pour vous présenter. Vous êtes donc Mathieu Flonneau, historien. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po, et vous êtes spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme. Je profite de votre présence pour signaler le titre de votre dernier ouvrage, En tous sens, circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route. C'est un livre paru aux éditions Loubatière. Donc, avec vous trois, nous allons nous interroger sur les mobilités dans la ville du futur. En effet, pour de nombreuses collectivités territoriales, la réduction de la place de la voiture en ville est devenue une priorité. À Paris, par exemple, l'espace public dédié à l'automobile est désormais de 50%. Cette réduction des voies de circulation automobile s'accompagne d'un essor de nouvelles façons de se déplacer, d'une modification de l'offre de transport en commun, le tout redessinant le territoire urbain et la manière de s'y mouvoir à la croisée des problématiques et d'enjeux à la fois politiques, économiques et sociétaux. Alors, comment nous déplacerons-nous dans la ville du futur? Pour aller où et pourquoi faire? Nous nous posons la question tout de suite. Juste avant, 2 mots sur le déroulement de cette soirée. Tout d'abord, le temps du débat avec nos 3 invités, durant environ 1 heure, à la suite de quoi nous poursuivrons environ une trentaine de minutes avec vos questions dans le public. Alors pour démarrer, je vous propose une question que je vous pose à tous les 3. Je vous demande si possible d'y répondre en quelques mots, en guise d'introduction. Notre débat s'intitule « Penser la mobilité dans la ville du futur », comme s'il y avait là quelque chose à changer, du moins quelque chose sur lequel il faille absolument s'interroger. La question est donc la suivante. Au bout de quel modèle de mobilité urbaine sommes-nous parvenus? Pourquoi celui-ci n'est-il plus tenable? Autrement dit, quels sont les déterminants de la réflexion que nous devons mener, que nous allons mener dès maintenant? Arnaud Passalacqua, vous avez le micro en main, je vous propose de commencer. Oui, alors c'est en quelques mots, c'est ça le problème. On peut faire plus que quelques mots. Ouais. Non, je pense que la mobilité n'est jamais que l'expression plus globale, peut-être la plus visible, du fait que de l'essoufflement de notre modèle face à la fuite en avant de la vitesse, toujours plus consommatrice de ressources et émettrice de diverses externalités. Et donc peut-être que la fin du modèle qu'on vit, c'est celle de plutôt... alors c'est une forme de désillusion, et en même temps c'est une forme de réalisme et de regarder cette ville qui est déjà là, la ville du futur elle est déjà là, et d'essayer de voir comment on peut composer avec elle, avec d'autres contraintes, en quelques mots. Gaël Estevant, sur cette même question. Merci. Alors, je m'inscris dans les propos d'Arnaud à sa suite. Bonne synthèse en quelques mots. Merci Arnaud. Oui, j'insisterai sur le fait qu'on ne peut pas considérer les mobilités de manière seule. Enfin, il faut prendre en compte les modes de vie aussi, il me semble. Et du coup, c'est à considérer l'ensemble du système dans nos modes de vie quotidiens et aussi les mobilités qui nous permettent de réaliser un certain nombre d'activités. Donc, concevoir les mobilités du futur, c'est aussi penser l'aménagement urbain,
les enjeux de logement, d'habitat, les espaces récréatifs, etc. Donc voilà, avoir une vision Et, systémique, on va dire. et on va y revenir évidemment en détail. Mathieu Flono-Sautemain, une question. Alors vous avez 2 micros pour 3, donc il va falloir vous les faire passer. Le modèle sur lequel nous sommes aujourd'hui est-il à bout de souffle? Pourquoi? Est-ce ça la raison pour laquelle nous devons nous interroger sur les mobilités dans la ville, les villes du futur? Alors, j'ai repris mon souffle, mais le bout du souffle que vous évoquez me pose un problème. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la continuité des propos précédents sur l'épuisement absolu de ce modèle et sur les conditions de ce changement. Surtout, je m'interroge. Et je m'interroge pour avoir participé à cette exposition de très près, ainsi que Gaël, mais je m'interroge sur effectivement l'avenir et donc le titre de notre débat, c'est-à-dire la perspective d'un modèle qui serait éventuellement préférable, plus vertueux, plus positif, plus inclusif. Et donc j'aurai quelques slides tout à l'heure que je vous ai promises, que je diffuserai, parce que je pense que tout de même tourner très vite la page de ce monde qui a été régulé, qui a eu des avantages, qui à certains égards effectivement peut sembler périmé. J'entends bien la transition écologique absolument nécessaire. Néanmoins, je m'interroge sur ce par quoi on va la remplacer. Et c'est ce sur quoi nous allons nous interroger ce soir. Vous avez amené des slides. Est-ce que vous avez un ordinateur à brancher? Est-ce que ces slides sont sur une clé? Les slides sont sur une clé. On m'a promis qu'il y avait un ordinateur. Donc, Alors je crois qu'on peut brancher un ordinateur. On peut le faire tout de suite comme ça. Merci. Les slides seront à disposition quand ça sera nécessaire. Et pendant qu'on installe l'ordinateur, les slides, la question que je voulais vous poser maintenant était celle peut-être de faire un peu un tour d'horizon des mobilités dans la ville au présent. Est-ce qu'on peut faire un schéma type des mobilités dans une ville type d'aujourd'hui? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut prendre peut-être quelques exemples caractéristiques des mobilités urbaines aujourd'hui? Gaël Lestevant peut-être. Alors oui, qu'est-ce qu'on entend par mobilité urbaine? Alors on peut prendre peut-être une vision un peu donc, systémique en regardant d'un côté la demande en déplacement, donc les gens qui vont vouloir réaliser des activités tel endroit et donc vont se déplacer d'un point A à un point B. En face, l'offre de transport qui permet de réaliser ces déplacements de manière très schématique, et puis les politiques publiques qui vont organiser ces déplacements. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que ce système de mobilité, il est ancré dans un territoire. C'est quelque chose donc, qui a une dimension spatiale forte. Et c'est pas pareil, on se déplace pas de la même manière selon qu'on habite dans un espace central, en centre-ville, ou bien dans un espace périurbain. Selon qu'on habite dans une grande ville ou dans une petite ville, qu'on habite ici à Paris, ou bien dans une ville, par exemple, d'Afrique subsaharienne, sur laquelle je travaille en ce moment, on n'a pas les mêmes pratiques de déplacement. Et de même, on va parler donc des différences spatiales dans ces pratiques-là, mais aussi on ne se déplace pas de la même manière selon qu'on soit un homme ou une femme, en termes de genre, selon qu'on soit riche ou pauvre. Les enjeux, les contraintes de déplacement ne vont pas du tout être les mêmes, selon qu'on soit actif ou qu'on ne soit pas actif, retraité, etc. Donc on a tout un panel, et ces différences vont pouvoir, dans certains cas, engendrer des inégalités sociales ou spatiales. Et tout l'enjeu, du coup, notamment des politiques publiques, sera de veiller à limiter ces inégalités, de faire en sorte que la plupart des gens puissent autant que possible se déplacer dans les meilleures conditions. On a défini un droit à la mobilité, un droit d'accès à la ville, et qui se pose au quotidien pour un certain nombre de personnes, je crois. Au-delà de cette différence, est-ce qu'on peut faire des moyennes qui ont un sens sur typiquement les déplacements qu'on observe, alors peut-être dans une ville comme Paris? Est-ce que ce sont des déplacements pour le travail, des déplacements pour les loisirs, plutôt des déplacements en voiture, en transport en commun? Est-ce qu'il y a un schéma un peu comme ça moyen? Oui, on a. Alors, dans le domaine des transports, on a ce qu'on appelle les enquêtes ménage-déplacement ou enquêtes ménage-mobilité, on dit maintenant, qui sont en fait une photographie de la veille des déplacements de l'ensemble de la population du territoire donné. Donc là, on a un certain nombre d'informations qui nous permettent d'avoir une image de comment se déplace l'individu moyen. Évidemment, ça reste que des moyennes, mais on sait qu'en Île-de-France, on va réaliser en moyenne un peu plus de 4 déplacements par jour.
On peut avoir des répartitions modales. On sait qu'un tiers des déplacements quotidiens en Île-de-France vont être réalisés en automobile, par exemple. Que la marche, c'est, je dis ça de tête, mais c'est un peu plus de 40% des déplacements. Par exemple, dans l'agglomération à Dakar, la marche, on est de l'ordre de plus de 70% de déplacements. Et dans les quartiers les plus périphériques, on va monter à 90% des déplacements. Ça veut dire que sur un ensemble de déplacements dans ces quartiers-là, 9 déplacements sur 10 vont être réalisés à pied. Voilà, donc on voit ce type, on a des enjeux. On sait que dans les grandes villes de pays un peu moins riches, émergents, les moyennes de déplacement vont plutôt être autour de 2,5. Ça veut dire que certaines personnes ne vont pas du tout se déplacer, souvent les plus pauvres ou les plus riches. Donc oui, on a des informations, on peut avoir des photographies. Voilà, après, ça reste évidemment des moyennes. Et sur une ville typique comme Paris, on va dire, d'un pays occidental, est-ce que cette manière de se déplacer, on pourrait le résumer en disant que essentiellement, c'est la place au tout-voiture? Est-ce que c'est ça, historiquement, qui s'est mis en place depuis peut-être l'après-guerre? Peut-être Mathieu Flonneau, Arnaud Passacqua. Moi, je vais laisser Mathieu sur ce sujet, mais je voulais juste dire que Paris n'est pas du tout une ville typique. Voilà. Paris est une ville extrêmement atypique. Paris au sens municipalité intramuros, et en Europe d'ailleurs, puisque Paris, au 19e siècle, s'est reconstruit une enceinte à l'époque où tout le monde en abattait. Donc on a une ville extrêmement dense, qui a juste des comparaisons avec des densités asiatiques. Et donc c'est un des problèmes de la gouvernance parisienne, cette énorme différence entre Paris et les 10 millions d'habitants extérieurs à Paris et néanmoins franciliens. Et sur l'automobile, je laisse Mathieu. Mathieu Flonneau. Il me semble que c'est disponible et j'allais répondre avec les quelques slides précisément, si vous permettez 5 minutes. Absolument. De présentation on va rapide. brancher ça tout de suite. Il faut que vous branchiez, d'accord. Il faut qu'on trouve la bonne prise. Tout est prévu, je crois. Tout va se faire sans problème. Les transparents sont sur l'écran. Ils devraient apparaître en grand dans quelques secondes et les voilà. Merveilleux. Voilà, écoutez, je vous remercie vraiment infiniment de cette préparation sur le pouce et à la fin. C'est quelque chose que j'avais prévu comme mise en perspective d'un propos et je remercie mes camarades Arnaud et Gaël de me permettre ce petit excursus simplement avec quelques slides autour de la question que pose aussi cette exposition au Conservatoire national des arts et métiers dont je me réjouis et la grande qualité portée par le commissaire Lionel Dufaux à la problématisation de cet objet qui n'avait pas été traité par le CNAM depuis 1962 en exposition temporaire, faut-il le rappeler, permet précisément de mesurer le terrain perdu par rapport à ce que vous avez appelé, évidemment, ce que je conteste, c'est-à-dire le tout automobile. Parce que précisément dans une ville qui n'est pas typique de la mobilité mondiale comme Paris, eh bien vous avez un bouquet de mobilité qui a donné à l'automobile une place particulière, mais une place que l'histoire, l'épaisseur culturelle, patrimoniale, politique, sociale, lui a donné. Et donc la question finalement que peut-être on peut se poser aujourd'hui, et elle va être assez frontale, c'est-à-dire c'est l'annulation au sens d'une forme de cancel culture de l'automobilisme contemporain. Est-elle soutenable en termes écologiques, sociaux et territoriaux? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut apporter des réponses, parmi lesquelles quelques ouvrages sur la question dépassent la simple notion d'avis, je pense. Et des ouvrages qui ont été collectifs récemment ont été publiés sur la question des métropoles mobiles. L'un a été co-dirigé avec Arnaud, ici présent, et j'avais tenu tout particulièrement, et assez seul, à mettre un gilet jaune au cœur géométrique de l'image, parce que, précisément, je pense que notre débat ne peut pas être en apesanteur par rapport à la vague populiste qui arrive, et qui est là par endroits, et que l'on aurait bien tort de négliger, je pense. Et précisément, ce sens de l'histoire que je pense parfois négligé, parfois reconstruit, et j'assiste à quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que ma thèse sur l'automobile à Paris a été rédigée en 2002, et depuis, je n'ai cessé de voir se déréaliser et se voir invisibiliser l'objet automobile dans l'espace parisien. Je vais m'expliquer. Parce que je pense aussi que le débat aujourd'hui, et c'est une occasion, et le premier débat qui s'était tenu ici, en avait été l'occasion d'ailleurs dans le public, je l'avais entendu lors d'une question. Le débat est sous influence et sous intimidation. Vous avez tous vu, vous les vivez, ces slogans d'extinction rébellion ou de dernière rénovation qui ne manquent pas de faire réagir
sur les réseaux sociaux et aussi les citoyens qui se trouvent parfois bloqués sur des périphériques, des autoroutes, des rocades de contournement. Et là, vous aviez également les réseaux sociaux en raffolent, eh bien quelques réactions et quelques réactions citoyennes à la désobéissance civile. Et les réactions citoyennes émanent de personnes qui souhaitent continuer de profiter de cette civilisation automobile qui ne relève pas que de quelque chose de subi, qui ne relève pas de quelque chose simplement d'imposé. Et donc, ça peut surprendre, éventuellement en province, plus encore qu'à Paris, ou dans la métropole lyonnaise, ou même à Marseille, quoique le débat est un peu différent, mais on peut être très étonné devant un débat qui touche surtout les zones métropolitaines, parce que les ordres capacitaires, dont on aurait bien tort d'extraire l'automobilisme et tous ces usages, toute la diversité qui a été évoquée tout à l'heure par Gaël, précisément. Je pense que le débat est sous influence d'intimidation et de diversion. Parmi les diversions, périodiquement, vous avez des objets techniques. Je sais qu'Arnaud est particulièrement sensible à cela, dans le sens où il les critique, des objets techniques qui apporteraient une solution technique magique, évidemment, révolutionnaire. Combien ont été enterrés des tunnels d'Elon Musk à l'Hyperloop, qui rappelle évidemment étrangement l'aérotrain de Jean Bertin dans les années 60-70. Et je me suis permis, parce que c'est une pique et on y reviendra très probablement, d'y superposer le tracé du Grand Paris Express, objet en quête d'atterrissage, et dont nous allons parler évidemment. Et vous parliez des mobilités typiques d'une grande ville, et voilà, ça va peut-être détonner, mais je pense que nous sommes pris dans un carnaval, une farce présumée inclusive et éco-friendly en région parisienne et dans le centre de Paris. Alors, de grâce, pensons au collapse que sera peut-être l'ensemble des mobilités en 2024 au moment des Jeux Olympiques, parce que ça va être un crash test, indiscutablement. Il est assez intéressant que Lionel Dufaux, commissaire aujourd'hui, n'ait pas pu venir en raison d'une grève des transports. J'attire votre attention sur les solutions miraculeuses qui ont été évoquées, typiques des métropoles du tiers-monde, que Gaël connaît bien. C'est-à-dire que les hélicoptères dans les villes comme Rio de Janeiro, on les connaît, évidemment. Les mobilités de rêve qui ont été celles évoquées, pratiquées par l'autorité municipale parisienne, comme les Sea Bubbles, par exemple, qui ont été lancées dans le débat public pour archaïser la fermeture de la voie express rive droite, plus encore. Nous les attendons toujours. Et donc, ces déclics mobilitaires techniques, ont plutôt laissé place dans l'espace public à des dérégulations anarchiques du style hyper individualiste, comme les trottinettes que l'on songe enfin à peut-être interdire et qui ont été interdites dans beaucoup de grandes villes au monde, parce qu'évidemment, ce n'est pas un spectacle dans l'espace public que ces dérégulations hyper individualistes, et de surcroît en termes de sécurité routière, parce que mon dernier ouvrage, c'est sur la sécurité routière, je vous en reparlerai, c'est un désastre. Et donc de ce point de vue-là, il y a des dérégulations pareilles, idéologiquement, qui ont pu être portées par un discours de communication, comme les autolibres qui sont en train de pourrir à côté de Romorantin. Donc il y a quand même des questions là à poser à la réalité de ce monde qui en fait n'est pas du tout lissé. Et le monde des mobilités parisiennes, nous le connaissons. C'est la ligne 13, c'est le RER B, c'est l'insuffisance de ces modes capacitaires dans lesquels les investissements ont été sous-dimensionnés pour des raisons qui touchent à des grandes entreprises qui ont préféré la très grande vitesse et qui nous demandent aujourd'hui de ralentir sur d'autres itinéraires et qui ont délaissé les mobilités du quotidien et les trains, tout simplement des mobilités pendulaires. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener sur la réalité de ce qui est devenu, pour la ville de Paris, le centre, l'hypercentre. Et bien évidemment, ce qui est devant nous, la vague populiste. Mais je vous invite à consulter les blogs, les forums, qui, au bout de 2 blogs, évidemment, dérapent gravement dans un point Godwin naturellement, c'est-à-dire que cela devient extrêmement violent, extrêmement populiste, mais oui, les gens parfois votent mal, mais ils votent selon leurs intérêts. Et les zones à faible émission sont tout simplement intenables à l'échéance qui a été édictée par une technocratie en apesanteur. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit de réfléchir à la valeur et au prix de l'automobilisme dans la longue durée. Ce que je proposais, en le posant politiquement, dans la revue politique et parlementaire du début de cet automne. Parce que je pense qu'il faut vraiment poser maintenant, franchement, les coups de l'archaïsation du phénomène qu'a été l'automobilisme. Et lorsque nous sommes au CNAM et lorsque nous sommes adossés
à la première ville automobilisée au monde, à la première ville qui a inventé et qui expose dans sa galerie permanente le Fardier de Cugnot, quelques pièces de Amédée Bollé et d'autres, qui avaient un secteur industriel. Alors évidemment, à l'échelle européenne, aujourd'hui, archaïser l'automobilisme français ne pose pas de problème à 24 pays qui n'ont pas d'industrie automobile. Mais les 3 pays qui demeurent liés très étroitement à l'automobile, l'Allemagne, la France, l'Italie et secondairement la Grande-Bretagne, pour des constructions qui ne sont pas sous licence, ou bien l'Espagne, eh bien, elles trouvent des difficultés à reconvertir eh bien, des populations qui étaient investies dans cette grande aventure, qui n'avait rien de médiocre, de la conquête de la mobilité individuelle et au-delà du système automobile, de l'automobilisme. C'est-à-dire tout ce qui est noté par Jean-Marc Jancovici, par exemple, tout ce qui nous permet de vivre aujourd'hui comme des nababs, qui aurions 600 esclaves, en termes de capacité de projection de notre force de déplacement et d'activité. C'est ça l'industrialisation. Et l'industrialisation est adossée eh bien, à un doublement de l'espérance de vie. Et donc avant, et là c'est un débat historiographique puissant, avant de relire négativement l'industrialisation à l'aune de l'histoire environnementaliste rétrospective et de relire négativement l'industrialisation, je pense qu'il faut poser très sérieusement les questions des gains que cette automobile a procurés. Et en région parisienne, et je vais bientôt terminer, parce que précisément cela... réagir nos 2 autres invités. J'imagine. Cela a permis, évidemment, cette prospérité dont la ville hérite. Et je pense qu'il y a une forme de captation d'héritage à vouloir le dilapider avec beaucoup de légèreté. Et je pourrais y revenir. Mais récemment, ce débat a eu lieu dans une école d'architecture qui est quai Panhard-Levasseur, quand même. Quelle ironie de vouloir annuler la culture automobile dans un lieu qui en hérite, tout simplement parce qu'il y a eu une prospérité. Alors ce grand dessin, il a eu une consistance, celle des 30 Glorieuses, d'une forte inclusivité sociale qui comprenait tout le monde, les femmes mises au travail, les hommes dont la vie et l'espérance de vie s'allongeaient, les immigrés qui étaient particulièrement intégrés parce qu'il y avait de l'emploi, bref, une société notamment plus inclusive que la société contemporaine. De nombreux débats ont lieu justement sur le périphérique que je demande de ne pas voir comme une rupture, mais comme un lieu d'osmose avec la banlieue et le corridor périphérique et la bonne analyse de ce boulevard central de l'Île-de-France. Et cette vue à vol d'oiseau, me semble-t-il, résume beaucoup mieux eh bien, l'existence de cette infrastructure qui a été négligée, abandonnée, et évidemment qui est peut-être insauvable, parce qu'on n'a pas voulu la penser et la voir véritablement dans ce qu'elle avait, parce qu'on n'a pas voulu voir ce dont elle héritait, c'est-à-dire les espoirs d'un financement largement consensuel entre l'État, la mairie, qui n'en est pas propriétaire, la région, le district, les entreprises privées, les autorités organisatrices de mobilité ou de transport à l'époque. Bref, tout ceci a contribué à cette richesse d'une civilisation que l'exposition, encore une fois, donne à voir dans toute sa splendeur, dans toute son ampleur, dans toute son empathie et sa convivialité. Et j'attire quand même votre attention sur le fait que l'exposition traite essentiellement de la mobilité individuelle. Ça a été des débats au sein du conseil scientifique, on ne pouvait pas traiter de tout. Mais il faut réfléchir à l'adossement de cette mobilité individuelle et éventuellement de l'autosolisme, évidemment à bannir de la rue Réaumur, évidemment à bannir éventuellement des quais de Seine, au moins de façon temporaire, dans la semaine ou dans la journée ou dans l'année. Toujours est-il qu'il y a tout ce qui a assuré pendant les périodes d'épidémie, par exemple, c'est-à-dire la culture routière, le ravitaillement de nos modes de vie sur lesquels il faut effectivement s'interroger. Et la vraie interrogation, elle est radicale. C'est-à-dire, à quel prix sommes-nous prêts à renoncer à notre liberté individuelle et à quel prix sommes-nous prêts à renoncer à notre standard de vie, qui n'est pas qu'un standard de vie de centre-ville, mais qui a aussi été très largement désiré dans les périphéries et les zones rurales. Et donc la question, elle se pose aujourd'hui de l'inclusivité de la société que l'on nous annonce parfois avec beaucoup de trompette, mais qui en réalité ne tient pas beaucoup de ses promesses. Vous aurez compris quelles sont mes interrogations à ce sujet. Voilà, je vous remercie maintenant vraiment. Merci Mathieu Flonneau. On va évidemment laisser réagir nos 2 autres invités. Vous avez rappelé, Mathieu Flonneau, ce que notre civilisation doit à l'industrie, doit à l'automobile, qui a été un vecteur de liberté pendant des décennies. Vous avez parlé de vagues populistes anti-voiture, de dérégulation
anarchique. Est-ce que c'est comme ça que vous diriez que le débat est posé sur l'avenir des mobilités? Gaëlle Lestevant. Merci, Mathieu pour cette présentation, ces illustrations. Alors moi, je ne vais pas pouvoir répondre à tout parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Peut-être sur les termes du débat, en tout cas, un débat qui, si j'ai bien compris, Mathieu Flonneau, est mal posé pour vous sur l'avenir de nos mobilités, comme s'il y avait quelque chose de vicié dès le départ. Gaëlle Lestevant. Alors moi, je ne suis pas tout à fait dans cette perspective-là. Je pense que le système automobile qui s'est mis en place pendant les 30 Glorieuses a permis une évolution de nos modes de vie. C'est ce que disait Arnaud au début, nous a permis de gagner de la vitesse, c'est-à-dire que les gens ont pu aller habiter plus loin en se déplaçant avec un temps de déplacement équivalent, ont pu accéder au logement individuel dans des espaces périurbains reliés par des infrastructures routières et grâce à la voiture individuelle. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place et je pense que le débat, faut pas pour moi pas le cristalliser sur Paris-Capitale qui est quand même très particulier. On a des taux de motorisation à Paris qui sont dérisoires, qui sont en deçà de taux de motorisation qu'on trouve dans des pays émergents, enfin même en développement. Je ne parle plus de tiers monde. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est une première chose. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une question qui se pose, que ce soit à la fois dans le contexte de transition climatique qu'on connaît, écologique qu'on connaît, avec un épuisement quand même des ressources, et puis aussi du point de vue des ménages, un enjeu de précarité énergétique et d'accès, d'accès à cette énergie. On a bien vu aussi toutes ces manifestations, notamment avec les Gilets jaunes, qui montrent aussi le rôle de cette automobile et ce qui s'est mis en place, que Gabriel Dupuy a défini comme une spirale de la dépendance automobile, où les gens avaient de plus en plus intérêt à s'équiper en automobile et du coup, l'automobile devenait indispensable dans ces territoires que les automobilistes avaient façonnés avec l'aide des pouvoirs publics. Donc la question aujourd'hui, pour moi, c'est comment faire. Alors, dans certains cas, la voiture reste ce qu'il y a de plus efficace, même d'un point de vue, on va dire, environnemental. Et on va y revenir. Et dans d'autres cas, on peut aussi penser à des évolutions, des usages qui se transforment. On voit ça. Il y a des travaux aujourd'hui sur le périurbain francilien qui montrent une maturité de ces territoires avec une complexification des pratiques de mobilité quotidienne, avec un ancrage. Ça veut dire qu'il y a une certaine d'ancienneté de ces territoires périurbains. Il va y avoir des commerces de proximité qui vont se mettre en place, tout un tissu associatif, etc., où les gens finalement vont pour une partie de leurs déplacements, vont se déplacer plus proches. On a aussi le développement du télétravail. Il faut faire attention, certes, aux effets rebonds, on pourra en parler, mais voilà, on voit des transformations qui font qu'on va se déplacer moins loin, peut-être, en voiture, ponctuellement. Et si on se déplace moins loin en voiture, on peut aussi s'intéresser dans le durée de temps qu'on est prêt à consacrer pour ces déplacements, si on ne peut pas aussi, dans certains cas, utiliser d'autres modes de transport. Pas pour tous les déplacements. Dans certains cas, la voiture est ce qu'il y a de plus pertinent. Mais dans d'autres cas, le vélo à assistance électrique est quelque chose d'efficace, ou des véhicules plus petits, moins coûteux. Ça peut être aussi, me semble-t-il, intéressant donc d'aller vers une diversification du parc automobile. L'automobile a déjà su se réinventer et je pense qu'elle continuera. Et on va revenir en détail sur ces autres moyens de mobilité que vous avez évoqués. Arnaud Passalacqua, sur l'intervention de Mathieu Flonneau, sur la manière dont le débat est posé. Oui, alors en fait, je rejoindrai Mathieu, peut-être étonnamment, sur pas mal de choses. La première, c'est que je pense aussi que le débat est très mal posé, parce que le monde des transports en général, ou des mobilités est souvent mal perçu, très mal perçu, et survalorisé par rapport à beaucoup d'autres choses. Et donc on ne voit que la voiture comme icône de ce qu'il faudrait brûler. Or, elle n'est qu'un élément d'une société, d'un territoire qui s'est construit avec beaucoup d'autres éléments, le supermarché, aussi notre capacité à vivre dans des foyers avec un jardin, etc. Tout ça, ça fait partie d'un monde qu'on a construit, et la voiture n'en est que la partie la plus visible. Et c'est donc en fait un problème systémique, et c'est ce que Mathieu a expliqué à la fin, c'est que le choix qu'on doit faire aujourd'hui, la voiture n'en est
qu'un des éléments, et je pense que en fait, tout ça, on l'a hérité de ce qu'on peut appeler l'industrialisation, cette place qu'on a faite aux objets techniques, aux promesses de libération, de vitesse, de dépasser nos capacités de nos corps. Et on voit bien dans les diapos que Mathieu a montré que bon nombre de solutions qui nous sont proposées aujourd'hui ne sortent pas de ce paradigme. Des taxis volants aussi Bubble et à toutes ces idioties d'Elon Musk. On est sur des choses qui sont pleinement dans la même dimension, voire encore pire. Puisqu'elles n'ont aucune chance de se réaliser, contrairement finalement à la création d'autoroutes qui se sont bien réalisées. Je pense qu'il faut le débat est rarement posé en termes de quel rapport au monde on doit avoir, et il est toujours posé en termes de quel objet va nous sauver. Et donc quel objet on brûle à la place de l'objet qui va nous sauver. Et là, je pense que c'est ça le vrai changement de paradigme qu'on devrait avoir dans le débat public. Et vous avez devancé la question que j'allais vous poser. Vous avez parlé d'un enjeu systémique, d'un problème systémique à traiter. Comment justement on fait pour prendre cet enjeu-là dès lors que, effectivement, simplement l'attaquer par les objets de mobilité, évidemment, c'est totalement insuffisant. Alors, premièrement, je pense qu'il faut, et on peut le dire au CNAM, c'est que d'abord, ça ne va pas se faire en 2 jours, et donc c'est le temps long. Le temps long, on l'a construit, ce monde, on l'a construit depuis les énergies fossiles, le charbon, le chemin de fer, et puis l'automobile, et puis l'avion, le pétrole, etc. Ça a pris facile 2 siècles, et donc c'est pas en 2 jours qu'on va résoudre ça. Cela dit, évidemment, il faut commencer quand même. Donc même petit à petit, à mon avis, il faut commencer, mais en ayant conscience que c'est un temps long qui va pouvoir réagir. Parce que le temps des sociétés, les inerties, même si on voit que le climat a tendance à s'accélérer. Et avec ce paradoxe qu'on nous dit en même temps, il n'y a plus que 5 ans, il n'y a plus que 10 ans pour agir, pour tout changer, pour arrêter le pétrole. Oui, il faut agir aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais alors, je pense que si l'idée est de se dire que les objets, comme la voiture électrique, ne sont que le dernier élément de la chaîne qui doit nous permettre de penser des solutions. Et que d'abord, c'est notre rapport, nous, en tant qu'êtres humains, au cadre de l'espace, au cadre des ressources, au cadre de l'environnemental. Et c'est ça qu'on doit reposer. Et par exemple, si on veut, le rythme des énergies renouvelables est un rythme cyclique, est un rythme variable. C'est pas du tout le même rythme que la puissance du pétrole, et donc notre rapport au monde va changer. Alors, on a vu que la voiture faisait partie du système qui nous a permis d'augmenter notre espérance de vie, notre confort, le fait d'avoir des pièces séparées, des pièces avec des usages. Et Jean Covici dit même que ça nous a permis le divorce, le pétrole. Du coup, pour poser les problèmes vraiment là où ils sont, c'est que cette liberté individuelle, cette affirmation individuelle, il faut probablement la repenser à l'aune de ce qui sont notre énergie, nos sources d'énergie actuelles et à venir, qui sont beaucoup plus faibles en puissance, beaucoup moins prévisibles, beaucoup plus en adéquation avec les rythmes de la nature. C'est-à-dire que l'hiver il fait froid, la nuit il fait nuit, et du coup c'est à partir de ce cette nouvelle rapport au monde qu'on va construire un nouveau récit sur ce qu'on pourrait vouloir collectivement, choisir collectivement. Et à la fin, on arrive à se dire si c'est finalement un peu de voiture par là, un peu de vélo par là ou de la marche. Et ça suppose de ne pas mettre les industriels comme première entrée sur la politique de mobilité, mais de mettre, alors je vais faire un peu du populisme, de mettre les gens. Alors, partant de là, c'est quasiment une méthodologie que vous avez esquissée. Étant donné les contraintes géographiques, les contraintes urbaines, qu'est-ce qui serait, selon vous, au regard des autres contraintes énergétiques, climatiques, qu'est-ce que pourrait être un monde de mobilité urbaine désirable aujourd'hui? Peut-être Gaël Estevant, comme géographe. Désirable. C'est dur. Désirable pour qui? Ça, c'est une bonne question. Tout à l'heure, il y a de grosses différences de manière de vivre le territoire, de s'y déplacer. Mais voilà, est-ce qu'on peut esquisser à partir de ce qu'a dit Arnaud Passalacqua ce vers quel type de modèle on pourrait souhaiter aller? Là, on commence à faire de la prospective, ce qui est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, évidemment. Désirable pour qui? Alors,
vous, pour moi, enfin, du point de vue des usagers, du point de vue individuel ou du point de vue collectif? Parce que parfois, il est possible que ce qui est désirable pour moi, à ce moment-là, c'est pas ce qui est le plus désirable pour l'enjeu collectif. Enfin, juste peut-être une petite anecdote qu'on a pu voir, par exemple, avec le développement des technologies numériques. Certains d'entre vous sont peut-être automobilistes, certains d'entre vous utilisent peut-être Waze, j'en sais rien. Et c'est désirable pour moi, quand je suis automobiliste, d'aller le plus vite, d'échapper à ces embouteillages. Et du coup, je vais prendre l'itinéraire bis proposé par Waze et je vais passer dans des petites rues. Alors ça, c'est très bien, je gagne un petit peu de temps, je suis content. Mais moi, qui habite dans cette rue, dans ce quartier charmant avec les enfants qui jouent devant, je suis pas du tout contente à ce moment-là de voir je sais pas combien de voitures qui passent. Donc d'un point de vue de la collectivité, enfin d'un point de vue du voisinage, c'est pas désirable, et d'un point de vue de l'action publique, bah là je me fais désintermédier, pardon, parce que moi j'avais en tant que, on va dire, autorité gestionnaire du réseau, j'avais une hiérarchisation du réseau et je voulais que les gens qui étaient en transitent par les grands axes et laissent pour la desserte locale les quelques voitures. Donc vous voyez, c'est toujours très compliqué d'avoir une question de qu'est-ce qui est désirable. Ensuite, pour que ça marche, évidemment, il faut qu'il y ait une représentation du monde qui soit partagée par le plus grand monde. C'est ce que disait Arnaud, qui passe par un autre rapport. Et ça, on voit que ça change quand on discute, par exemple, avec les étudiants lors de cours, etc., d'un autre rapport. Il y a des discussions autour de la vitesse. Ça, c'est un enjeu, je me semble, majeur. Est-ce qu'on a besoin d'aller aussi vite? Est-ce qu'on a besoin de consommer autant de déplacements tels qu'on a pu le faire? Comment, pas jusqu'à peut-être rationaliser les déplacements, mais arbitrer entre certains déplacements, mais là encore, tout en ayant en tête l'enjeu des effets rebonds, parce que par exemple, si je dis je me déplace pas pour aller faire cet achat, très bien, je vais commander mon livre sur Amazon, par exemple, et ben le livre, il va pas arriver tout seul, il va aussi générer du déplacement. Donc là aussi, c'est important d'avoir une vision systémique et l'ensemble. Aujourd'hui, je dirais peut-être plus de proximité, plus de diversification dans les modes, mais il y a encore tout un travail à construire, et notamment sur les représentations, me semble-t-il. Mathieu Flonneau, aller moins loin, aller moins vite, diversifier les modalités de transport. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est évidemment ce à quoi l'on est condamné. C'est-à-dire que ces dimensions-là sont une évidence. Elles ne pourront passer que par une contrainte autoritaire, politique, extrêmement forte. À deux moments dans l'histoire, au XXe siècle, il y a eu des contractions mobilitaires, les conflits, les épidémies, et c'est récemment. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que tout le reste, tout le temps, malgré même les idéologies dominantes dans certains pays, on peut penser au bloc de l'Est, il y avait toujours cette aspiration qui a bien été démontrée lorsque le mur de Berlin est tombé, vers justement, alors ça s'est appelé l'automobile à un moment, enfin vers cette accélération généralisée. Puis, parmi tous les projets idéologiques qui sont porteurs d'une idéologie de vitesse, vous avez l'aérien, on n'en a pas parlé, mais je dirais que le CNAM, lors de sa prochaine exposition sur l'aérien, aura sans doute peut-être besoin de redoubler le point d'interrogation, voyez-vous, parce que il y aura vraiment des questions qui vont se poser. Et vous parliez de désir. Ce que je constate, c'est le refus, moi, plutôt. Et je crains plutôt le grand refus. Parce que, vous voyez, les ZFE, c'est inapplicable. Inapplicable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, invalider la circulation de 60% du parc automobile, c'est inapplicable. Et naturellement, la question qui va se poser, c'est ce que Gaël a dit, c'est-à-dire c'est la sélectivité des usagers. Alors la ville du quart d'heure, elle est très bien lorsqu'on habite là, voilà, ici, à cet endroit, au centre de Paris. La ville du quart d'heure, c'est la ville de la demi-heure de plus, des maltraités des transports publics, des oubliés des transports publics en proche périphérie. Cet équilibre social-là, il a été validé dans les urnes aux dernières présidentielles. Il a fait 2% à Paris, il a fait 6% en Île-de-France. Je pense qu'il faut aussi avoir une petite idée des échelles de ce qui a été un référendum grandeur nature sur ce qui était aussi la politique de transport mise en jeu dans ces zones-là. Donc on n'est pas derrière la crise, on est vraiment devant elle. Vous avez parlé de grands refus. Vous avez parlé et la vague populiste, c'est celle-ci dont je parle. Ouais. Il y a un populisme de centre-ville qui vise à exclure l'automobile, ceci on pourra en reparler, mais la vraie vague populiste, c'est la vague populiste des gens qui ont eu besoin de la ristourne carburant, qui en ont besoin pour vivre.
Donc le grand refus, la nécessité, malheureusement, si jamais on doit changer ce modèle radicalement de la voie autoritaire. Vous avez évoqué à l'inverse, Arnaud Passalacqua, la nécessité de changer les imaginaires. Gaël Estevant aussi, vous avez évoqué ça avec vos mots. Comment est-ce qu'on fait pour changer les imaginaires, pour justement changer de modèle sans en passer par les obligations? Moi, je pense que les deux vont de pair. C'est-à-dire que les obligations, elles vont arriver. Et moi, je bosse sur le rationnement. Et que le rationnement, il est déjà là. Il est là sur l'eau l'été, il est là sur l'électricité au mois de janvier, il est là sur la mobilité en période de Covid. Donc, il est là à bas bruit, mais il va monter. Et que pour collectivement discuter de ce rationnement, eh bien, il faut qu'on accepte que ça arrive sur l'agenda politique, qu'on en parle en des termes qui ne soient pas fantasmés, et donc on accepte collectivement nos limites. Et donc on est bien sur un truc qui relance vers de la quête de sens, sur qui on est par rapport à nos espaces, par rapport aux non-humains, à tout ça. Et les deux vont de pair entre le fait de pouvoir ouvrir clairement un débat public sur comment on accepte la contrainte plutôt qu'elle se tombe du jour au lendemain parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a la guerre, etc. Mais qu'on accepte collectivement de la construire et en gardant ce qu'on s'est construit au moment de cette industrialisation, c'est à dire les libertés politiques. Donc la démocratie, qui sont des biens extrêmement précieux. Et l'enjeu, s'il y a bien un découplage, moi, c'est pas le découplage croissance carbone, mais je pense que c'est le découplage liberté politique du pétrole. Et justement, si on doit contraindre, si on doit rationner, si on doit organiser du débat public autour de toutes ces questions, est-ce que vous diriez aujourd'hui, les uns et les autres, que nos politiques sont au rendez-vous de ces grandes transformations qui s'annoncent, qui vont devoir se faire, ou pas, Mathieu Flonneau? La reine, Bruno Latour, le grand sociologue qui est disparu récemment, l'a posé, c'est Gaïa, c'est la reine mondiale. C'est évidemment pas une simple sphère nationale qui pourra résoudre cela. Mais ce que je constate, au vu des pertes d'influence de certaines industries, j'attire juste votre attention évidemment sur la précarisation énergétique que la France connaît aujourd'hui, sur la précarisation de la filière nucléaire, ce qui fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire quand même. Tous ces temps-ci, il y a des témoignages qui arrivent. Je constate, comme tout le monde, en lisant les témoignages des professionnels, qu'à certains égards, cette filière a été sabotée. Et comme spécialiste de l'automobile, certains collègues m'ont dit « Attends-toi dans 5 ans à aller être sollicité pour dire la même chose sur l'automobile ». Et je vois d'assez près ce qu'est devenu le mondial de l'automobile à Paris, pour avoir contribué à son organisation il y a quelques années. C'est-à-dire que cet étiolement et ce sacrifice vertueux, ô combien vertueux, de l'industrie automobile française, et puis européenne, et puis les échéances vraiment qui ne coûtent pas cher lorsqu'on est en 2022 pour s'engager sur 2035. Alors que, évidemment, ce qui va se passer en 2035, c'est que toutes les classes moyennes, si la conversion à l'électrique a lieu, seront exclues du système automobile. C'est ça qui va être difficile à faire passer. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une conscience politique ou géopolitique de poisson rouge. Il faut vraiment voir que ces décisions profitent à d'autres continents, où précisément, et c'est là que la question se pose, les libertés publiques ne semblent pas être particulièrement privilégiées. C'est-à-dire que si c'est pour rouler dans une automobile chinoise, fabriquée dans les conditions où les industries chinoises produisent aujourd'hui, je me pose sincèrement des questions. Arnaud Passalacqua, vous voulez réagir? Oui, sur les politiques, moi je pense que nos politiques sont pas du tout... vivent dans des fantasmes. On a bossé collectivement sur l'imaginaire des politiques sur le ferroviaire. Et ils vivent dans des fantasmes complets sur ce que peut le train, ce qu'est le train, qu'on vit encore aujourd'hui à différentes échelles, et y compris probablement pour le Grand Paris Express. Et que tout ça est lié soit à un manque d'éducation aux enjeux techniques en général, et peut-être une perte de pouvoir des ingénieurs, discutable, mais voilà, pourquoi pas, même si on a une camarade première ministre, mais en fait finalement elle a quand même, ils osent pas. Tu me permets une remarque perfide à ce sujet, Arnaud? Je pense qu'il y a une trahison des élites. C'est-à-dire un ingénieur est là aussi pour faire rouler un train. Un ingénieur des ponts et chaussées est là pour faire des ponts et des chaussées.
Arnaud, Et du coup, la question, en fait, c'est, je sais pas, moi, ça, le mystère que j'ai, c'est est-ce qu'ils sont dans le fantasme qu'il faut continuer à faire un village Potemkin, à faire comme si c'était possible, de faire des nouvelles lignes à grande vitesse, de faire des tas de nouveaux projets, ou alors est-ce qu'ils en sont convaincus que c'est parce il y a deux options. Il y a soit ils font un village et parce qu'ils pensent que les gens vont leur reprocher de faire bas les masques et de dire bah non on peut plus, etc. Il faut changer. Ou alors ils en sont convaincus et dans ce cas-là c'est un problème d'éducation. Ce que Jean Covici faisait, il disait bah, je vais vous faire des séances entières sur le changement climatique pour tous les candidats au présidentiel. Mais est-ce que pour autant, vous disiez le fantasme du train, de nouvelles lignes grande vitesse, le président Macron vient d'annoncer l'accélération du développement de RER dans 10 grandes villes. Est-ce que... Enfin, c'est pas très frais. Enfin, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que toute cette transformation des mobilités qui est nécessaire, elle passe pas par du développement de transports lourds, RER, tramway, train? Si, alors, mais je dirais qu'il faut d'abord réfléchir à c'est quoi la mobilité avant d'arriver avec des objets. Et c'est quoi la mobilité? C'est une façon d'ajuster nos programmes d'activité dans la journée ou dans la semaine, etc. Donc c'est d'abord qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et sur les RER métropolitains, mais je pense que mes collègues seront aussi critiques, mais donc ça fait longtemps qu'on en parle, là, le président Macron s'est réveillé là-dessus. Il y a une tribune de Guy Burgel récemment dans Le Monde qui disait, voilà, prenons Bordeaux et prenons combien ça fait de voyageurs par jour un RER métropolitain. Donc ça fait 38 000 voyageurs par jour. 38 000 voyageurs par jour, c'est ce qui fait un tramway de province. Donc en fait, on appelle RER un truc qui va être un tramway de province. Et donc il y a ce fantasme de l'objet encore sur RER, qui fait rêver, alors que si vous prenez le RER, vous savez que ça ne fait pas rêver tous les jours. Plutôt 1 million. Et c'est plutôt 1 million, voire plus pour la ligne A. Donc, voilà. Donc on est sur des ordres de grandeur très différents, et c'est typique du fait que nos politiques sont incompétents sur ces questions. Gaël Estevant, sur ces questions du transport lourd et du rôle des politiques dans... Alors oui, le transport lourd, c'est ce qu'il y a de plus capacitaire quand les densités sont élevées, tout à fait. Et c'est ce qui se développe. Hein. Par exemple, je vous disais, je travaillais parce qu'on reste très sur le cas français, mais si on s'y éloigne un peu, aujourd'hui, vous voyez un certain nombre de grandes villes, notamment d'Afrique, qui sont en train de s'équiper de transports lourds, parce que c'est des villes qui connaissent des doublements de population en 10-15 ans, passer de 3 à 6 millions d'habitants. Voilà. Mais la question, c'est une fois que vous preniez votre train, votre RER métropolitain, très bien, mais ensuite, comment vous rendez-vous? Alors, comment vous allez de chez vous à la gare, et ensuite, une fois que vous êtes arrivé à destination, sur votre lieu de travail ou d'activité, ça c'est aussi la question qui est clé, parce qu'il y a tout cet enjeu aussi de donc cette multimodalité. Alors si vous arrivez dans Paris... C'est là qu'il y a de la place pour des mobilités multiples, vélo électrique, marche à pied, trottinette... Voiture, ça dépend aussi le périmètre de desserte, mais ça aussi c'est à prendre en compte. Et là, un certain nombre d'objets, donc d'engins de déplacement personnel peuvent avoir une utilité certaine. Un petit vélo pliable que vous mettez dans le train, etc. Ça se voit de plus en plus. Ça pose aussi des questions d'encombrement des voitures, mais ça, c'est une autre question. Et juste pour boucler sur la question du fantasme, je dirais que pour avoir travaillé sur le véhicule autonome et les images qui étaient véhiculées dans les médias sur la question du véhicule autonome, donc c'était une commande du ministère, justement, et ben, ça reste aussi encore un objet très technique, en fait, et qui n'a pas été, enfin, dans les conclusions qu'on avait tirées avec ma collègue Marianne Tevers, n'avait pas été tiré, enfin, il n'y avait pas une réalité partagée à l'échelle de la population. Ça restait un objet de technicien. Et de fait, aujourd'hui, on parle quand même beaucoup moins de véhicules autonomes. Donc, le véhicule autonome comme le TGV, etc., dans une moindre manière, c'est toujours une réponse technique par des objets techniques, le numérique aussi, des réponses techniques à un ensemble de problèmes dont la réponse n'est pas forcément technique, mais pourrait être davantage organisationnelle, etc. On pourra y revenir. Mathieu Flonneau. Sur la capacité, entièrement d'accord. Sur la solution seulement ferrée, là, je ne suis plus d'accord. C'est-à-dire que, évidemment, la route, la civilisation routière, les autocars, les liaisons intervilles en autocar, les liaisons de rabattement telles qu'elles sont présentées pour la région parisienne, telles qu'elles fonctionnent par endroits, telles qu'elles fonctionnent
plutôt bien aux abords de la capitale espagnole, Madrid, etc., sont à moindre coût un moyen d'assurer une transition qui n'a pas ce traumatisme lié à la nouveauté de l'objet ou à l'imaginaire trop lesté du ferroviaire. Et donc il y a des éléments qui, dans un bouquet de mobilité, parce que la solution, enfin c'était la conclusion à laquelle je pense qu'il faut parvenir, le débat est pascalien au sens où vraiment c'est vivre ou mourir, mais c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus fin, c'est-à-dire que on ne peut pas penser des territoires de façon abstraite et idéologique. Il s'agit de composer avec véritablement leur épaisseur, les populations, les générations qui les habitent, et surtout sortir de l'idée qu'une simple solution puisse être généralisable à tous. Ça veut dire vraiment une souplesse d'esprit. Adapté à chaque territoire, à chaque type de ville. Oui. Densité. Là, je rejoins Mathieu. Enfin, le transport ferroviaire urbain, c'est adapté aux capacités, enfin aux densités importantes de population. Et un des enjeux d'exploitation aujourd'hui en Île-de-France, c'est notamment les bouts de ligne qui sont peu remplis, qui coûtent cher, etc. Alors, et pour aller dans le sens de Mathieu sur la route, on peut rappeler que la route, c'est aussi là où peuvent circuler évidemment tout un tas de véhicules, depuis l'automobile partagée, collectivisée ou individuelle aussi, jusqu'au vélo, bien sûr, jusqu'aux véhicules qu'on peut appeler intermédiaires, qui sont entre des gros vélos, des vélos carénés, des petites voitures, et puis aussi du transport collectif, éventuellement, donc du bus électrique qui pourrait être alimenté par caténaire, du trolleybus, comme ça existe en Crimée, par exemple. Et du coup, la route, on l'a un peu invisibilisée dans les solutions, puisqu'en fait, on ne pense que par le rail. Et je vais dans ton sens, Mathieu, hein, mais le rail qui en fait est un site propre et exclusif, purement donc avec très peu d'objets qui peuvent circuler dessus. Et la route est plus polyvalente. Et donc en ce sens, elle présente sûrement plus plastique et plus capillaire. Ça, c'est indéniable. Donc on peut même y marcher, voilà. Mais la question, c'est évidemment celle de son partage et de son ralentissement. Vous acquiescez, vous voulez ajouter quelque chose, Mathieu Flonneau ? Pour terminer, et avant d'ouvrir la discussion avec les questions du public, une dernière question à tous les trois. On a quand même l'impression, à vous écouter, que la situation, alors même qu'on ne cesse de répéter qu'il faut changer, qu'il va falloir changer vite, que les contraintes sont fortes, que l'avenir est plus flou que jamais, peut-être plus qu'il ne l'a été par le passé quand il s'agit de développer des modèles de mobilité. Alors en fait, moi je sais pas si je vais répondre comme ça. En tout cas, on est à un moment où on parle de ces questions, on se pose des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres époques antérieures où c'est autant posé de questions, parce qu'on n'est plus dans un développement tous azimuts, évidemment, on n'est plus dans un équipement tous azimuts du territoire, même s'il y a des résidus de cette logique-là. Est-ce que c'est flou ? Alors en fait, c'était déjà flou quand on remonte au moment de la Belle Époque, quand sont arrivées la motorisation des transports collectifs, la voiture, l'avion. C'était un peu flou aussi. Il y avait tellement de nouvelles solutions qu'on ne savait pas forcément très bien quel monde ça allait produire. Donc peut-être avec plus d'enthousiasme que aujourd'hui d'anxiété. Mais le flou, si je peux rester sur ce mot-là, je pense qu'il existait aussi. Gaëlle Lestevant. Oui, je ne suis pas historienne, donc j'aurais du mal à dire si on est dans une situation plus floue qu'avant. En tout cas, peut-être qu'on a une multiplicité peut-être plus complexe, je ne sais pas. Mais si c'est une hypothèse qui se confirme, en tout cas, on a besoin d'avoir davantage de connaissances et de continuer à bien connaître quelles sont nos pratiques de mobilité, quelle est notre offre aujourd'hui disponible, notamment routier, enfin, entre autres, mais pas que. Donc il y a vraiment un enjeu, je pense, de continuer à bien connaître notre système pour prévoir ce. Mathieu Flonneau. Sur le plus de connaissances, je ne peux qu'acquiescer. Ce que je constate, c'est une régression de la connaissance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de données et le débat n'a jamais été autant idéologisé.
Et j'ajoute une chose, c'est pas tellement le mot flou qui me retient, c'est plutôt le mot flouté. Et il y a des lobbies divers, et c'est pas simplement ceux que l'on désigne traditionnellement, qui tendent à flouter le tableau. Et précisément à archaïser des secteurs entiers qui précisément étaient dans une logique peut-être de résilience, pour employer un mot aussi à la mode. Mais on devrait voir ces éléments qui possiblement utilisent ce que l'histoire révèle, c'est-à-dire l'épaisseur du patrimoine, les chemins de dépendance, dont la manière de s'affranchir est d'un coût faramineux. Alors que précisément de réfléchir à une amélioration, à une civilisation, à un ralentissement, bien évidemment, tout ceci mériterait, à mon avis, d'être plutôt mis en avant. Et le fléchage des crédits recherche, parce que je regrette, mais la recherche publique a une responsabilité écrasante dans cette invisibilisation et cette régression, plutôt de la connaissance, qui est portée après à la décision des hommes politiques. Merci à tous les trois pour vos réponses. Nous allons poursuivre maintenant ce débat avec les questions du public. Un micro va circuler à cet effet. Il y a déjà 3 mains qui se sont levées. Je crois que c'est monsieur au milieu qui a levé la main en premier. Et le micro tournera ensuite parmi vous. Monsieur, nous vous écoutons. Bonjour messieurs. Moi, je suis étonné qu'il y ait un sujet, un abord qui n'a pas été quelque chose qui n'a pas du tout été abordé, c'est-à-dire que, en fait, pourquoi la mobilité? Parce qu'effectivement, on est très loin de son lieu de travail. Pourquoi la mobilité? Parce qu'on se déplace beaucoup pour son travail. Je me suis énormément déplacé pour mon travail. Maintenant, je me pose la question, que la plupart du temps, c'était idiot. Donc, si vous voulez, je me suis beaucoup déplacé et il y a des gens qui se déplacent beaucoup. Il n'y a jamais de réflexion sur pourquoi ne pas se rapprocher de son lieu privilégié, que ce soit de travail, de loisirs ou autre. On se pose toujours la question, toujours plus de mobilité. Alors, c'est ma question. Au passage aussi, monsieur, je suis tout à fait en contradiction avec ce que vous avez dit sur, effectivement, l'impossibilité des zones ZFE et ZTE. Je connais très bien l'Italie et ils sont très en avance sur nous, sur ce sujet. Et on est très régressif et très... Vraiment, si vous voulez, allez en Italie, vous verrez, ils sont très en avance sur nous. Donc, ma question, c'est sur, peut-on se rapprocher de son lieu de travail ou son lieu où on veut se rendre, plutôt que de développer tout le temps la mobilité? Peut-être c'est une question pour vous, Gaël Estevan, comme géographe. Est-ce qu'on peut se rapprocher de son lieu de travail pour rouler moins? Est-ce qu'on peut redessiner les villes dans ce sens? Il y a des travaux, il y a des travaux de modélisation qui travaillent sur ça justement, qui montrent que ça serait possible. Ensuite, on sait que quand on achète un logement, on s'endette sur 30 ans, ça va être plus compliqué de bouger aussi. Après, il y a des choses qui changent en termes de politique publique. En Belgique, là, ces derniers mois, ils ont voté une loi qui aide justement les employés à changer de logement et à se rapprocher de son logement. Donc, ça pourrait être possible. Je pense que c'est aussi en partie une volonté politique et pas qu'individuelle. Et sur la ZFE, c'est aussi des questions de périmètre. En Italie, c'était plutôt les périmètres des centres-villes notamment, et ça marche bien. En France, on a fait des choix, notamment de périmètres peut-être un peu plus larges, et ça pose une question pour toute une partie de la population qui doit se déplacer en voiture. Donc, là, la question, c'est peut-être qu'on a voulu aller un peu vite ensemble. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un enjeu de périmètre sur les ZFE. Juste 2 mots. Le premier mot, c'est que la mobilité doit toujours être pensée comme étant la variable d'ajustement de plusieurs contraintes. Le prix de l'immobilier, le marché de l'emploi et la carte scolaire. Et une fois que les foyers essayent de résoudre cette équation sous contrainte, et la marge de manœuvre, c'est la mobilité. Et donc, pour réduire cette mobilité domicile-travail, il faut toucher au prix de l'immobilier, à la question du marché de l'emploi et donc la localisation des entreprises et éventuellement aux cartes scolaires. Et deuxième chose, en Italie, les ZTL, les ZFE, c'est pas la même chose. Et la ZTL, concrètement, on limite l'accès à tout véhicule, quel qu'il soit, qui pollue, pas pollue. La ZFE, c'est aussi un système de soutien à nos industriels pour qu'ils puissent vendre des voitures électriques. Mathieu Flonneau. Je ne répondrai pas sur ce point, mais on pourra continuer le débat lorsqu'elles auront été très largement amendées et refusées.
Donc les ZFE, c'est un sujet évidemment de politique publique contemporain brûlant. Sur le besoin de mobilité, je prendrai l'exemple de l'exposition qui diffuse ici une manière d'appréhender l'histoire de l'automobile ou l'histoire de l'automobilisme, c'est-à-dire de tous les services de mobilité qui ont été associés à cela. Et moi, je me définis comme un historien de la vie privée, comme un historien de l'individualisme contemporain, comme un historien de l'individualisme occidental sur les 2 siècles derniers, avec cette tendance qui a été pendant un temps atlantique à ce développement des mobilités qui était l'inverse de l'assignation localiste contre laquelle, somme toute, l'industrialisation a œuvré, qu'on le veuille ou non. Et donc, l'une des réflexions que m'inspire votre remarque sur la localisation, voire la relocalisation possible des activités et des loisirs, des écoles, des lieux de vie, eh bien, c'est une dimension qui avait été prise en considération, naturellement, par les urbanistes, notamment dans les années 60, lorsqu'il s'agissait de concevoir les villes nouvelles. C'était conçu aussi avec la fameuse règle d'or de l'heure de trajet. Donc on n'était pas dans la ville du quart d'heure, mais on était dans la ville de l'heure. Et cette ville de l'heure, elle étendait très largement le périmètre d'accessibilité. Et donc c'est là la raison de la multiplication de la mobilité, c'est qu'on a accédé et on a désiré cela, accéder à de plus en plus de lieux et d'opportunités d'existence, jusqu'aux opportunités de divorce qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais c'est une évidence, c'est-à-dire que la vie privée, à moins de la revoir intégralement, et pourquoi pas, mais ça ne se fera pas sans dégâts, je pense, eh bien, elle est le résultat de ce siècle de gains, et non pas de choses subies. Il y a une question là-bas, Oui. monsieur qui a le micro. Ensuite, ce sera monsieur au premier rang. Oui, bonjour, Mathieu Bloch, je travaille au Forum Vie Mobile, un institut de recherche sur la mobilité. Je partage quasiment tout ce qui a été dit. Je voulais vous poser une question sur le fait que finalement, et en fait le début de la table ronde l'a illustré, finalement, quand on parle de mobilité, on ne parle que de 20% des Français ou 30% des Français et 10% du territoire. C'est-à-dire qu'on parle toujours des métropoles, éventuellement des villes moyennes, mais finalement, dans l'agenda politique est très peu posée la question, pas forcément des territoires seulement de faible densité, mais en fait de la mobilité de la plupart de nos concitoyens qui n'ont pas accès, qui ne vivent pas dans des territoires où effectivement ça peut être support de RER, d'efficacité. Et pourquoi cette cécité en fait à la fois des pouvoirs politiques, mais je pense même médiatiques et d'une diversité d'acteurs sur la question mobilitaire, sur la question de l'aménagement du territoire en dehors des grandes villes. Et, alors que c'est justement là où se pose la question de la manière la plus frontale, puisque finalement le report modal dans ces territoires précisément est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, pose beaucoup plus de questions et voilà. Peut-être pour resituer la question dans le cadre de cette table ronde sur la mobilité urbaine, est-ce qu'on peut penser les mobilités urbaines sans aller jusque dans ces territoires les plus éloignés des zones urbaines? Juste d'un mot, dans l'ouvrage Métropole mobile, Jean-Marc Hoffner, qui est un grand spécialiste, qui était le directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, écrit texto qu'il y a eu un hold-up des autorités organisatrices de mobilité qui sont dans les métropoles précisément, au détriment des proches périphéries. Et encore une fois, je regrette de devoir constater cette vague d'oubliés de la République. Un ouvrage récent en porte le titre, qui effectivement sont les délaissés, des mobilités orphelines, où la pléthore des mobilités, les effets d'aubaine des mobilités de centre-ville et des métropoles, évidemment, sont totalement invisibles. Ce qui crée une véritable fracture entre les citoyens, ce dont les élections témoignent. Gaëlle Lestevant. Oui, en effet, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, et je pense tout particulièrement dans les territoires périurbains. Dans les territoires les plus ruraux, les densités sont faibles et finalement, c'est pas tant de monde que ça qui est concerné. Si vous regardez le nouveau découpage de l'INSEE, voilà, les zones qui sont pas dans les aires d'influence des grandes villes, il y a quasiment plus rien, donc on va dire. Mais voilà, tous ces territoires périurbains qui sont aujourd'hui dépendants de l'automobile, là, il y a des enjeux forts et il y a vraiment des choses à penser, à réfléchir, à innover. Comment, alors,
du point de vue de l'action publique, il y a eu quand même des évolutions avec les autorités organisatrices qui sont devenues autorités organisatrices de la mobilité, avant qui étaient transport et qui géraient donc le périmètre des transports urbains. Maintenant, elles sont mobilité. Elles incluent d'autres choses, d'autres services, notamment les services de voitures partagées, covoiturage, autopartage, à réfléchir, hein, mais qui peuvent avancer des pistes intéressantes. Aujourd'hui, ça reste vraiment anecdotique en termes de nombre de déplacements parcourus par jour, mais à voir le futur, et l'extension de leur périmètre, parce que avec les dernières lois, MAPAM, LOM, on n'a plus normalement de zones qui ne sont pas couvertes par une autorité organisatrice de la mobilité. Par défaut, c'est la région. Donc ça, c'est quand même intéressant de prendre conscience de ça. Ensuite, évidemment, il y a les questions opérationnelles à mettre en place. Donc voilà, donc il y a quand même des évolutions qui vont vers cette prise en compte. La question, c'est comment ça va évoluer, quelles solutions, etc. Il y a des choses, hein, il y a des, par exemple, des collègues de Tours qui travaillent qui montrent une diversification des pratiques de mobilité dans ces territoires périurbains, justement. Donc ça aussi, c'est intéressant à analyser. Ça reste des travaux encore très qualitatifs. On aurait besoin d'enquêtes pour davantage estimer, avoir des ordres de grandeur sur ces changements. Mais on peut quand même noter certains signaux, me semble-t-il. Arnaud Passalacqua. J'ai juste un complément assez différent. Est-ce qu'on peut imaginer que l'avenir du monde, il est là-bas, en fait, et qu'il n'est pas dans la ville du quart d'heure, dans le 3e arrondissement. C'est-à-dire que, en fait, les densités urbaines parisiennes, les agglomérations de taille millionnaire, multimillionnaire, n'ont été rendues possibles que par les énergies fossiles. Et que rompre avec les énergies fossiles, ça veut dire revenir vers des rythmes du renouvelable, plus faibles, et donc de l'agriculture. Et donc ça veut dire que l'avenir des mobilités, ça sera dans une redensification de ces territoires. Une question au 2e rang. Parmi les invisibles, puisqu'on recherche les invisibles, qui pourraient peut-être être d'ailleurs des gens qui se sont volontairement mis un peu dans l'invisibilité, parce que dans l'invisibilité, ou qui ont organisé leur invisibilité, pour ne pas être vraiment responsable et continuer à faire un business pendant un certain temps, ça pourrait arriver. Bon, j'ai noté par exemple que les camions, vous n'avez pas cité les camions comme des objets qui roulent sur des routes. Je vous n'avez pas cité, madame, parmi les autorités organisatrices, une autorité organisatrice qui pourrait être en charge d'organiser la mobilité des marchandises. Comment se fait-il qu'on ait oublié dans la LOM que transport public, ça couvrait à la fois des transports publics de marchandises et des transports publics de voyageurs? On a fait, comme dans le début de ce débat, comme s'il n'y avait que des transports publics de voyageurs. On a été intoxiqués, alors qu'en fait, il y a aussi des transports publics de marchandises. Mais qui les régule aujourd'hui? Qui se donne la peine d'essayer de comprendre combien il en roule sur les routes? Est-ce qu'ils peuvent ou non mettre des moteurs électriques sur des gros camions? La réponse est évidemment non. Donc finalement, d'ailleurs, tout ce qui passe pour les ZFE, ils regardent ça de façon assez calme, puisque de toute manière, il n'y a pas de solution pour les camions. Bon, et par quels moyens va-t-on ralentir la mobilité des marchandises? On n'est pas obligé d'avoir une pizza en une demi-heure, ou même en 30 minutes. Toutes les publicités qui sont faites par les plateformes pour dire « je vais aller plus vite que les autres pour vous envoyer un crayon bille qui vient peut-être de Taïwan, mais que je vais vous envoyer dans les 2 minutes qui viennent », tout cela, ils font une publicité pour le profit qu'ils y gagnent, mais ils ne font pas du profit pour la mobilité durable. Donc qui est-ce qui régule ça? Très vaste. C'est une très vaste question, absolument, et de la gouvernance. Absolument essentielle. Ça fait partie des rares lacunes de l'exposition que j'ai pointées, c'est-à-dire que la mobilité des poids lourds, la mobilité des biens produits n'est pas traitée, alors qu'il faudrait traiter
des bases logistiques qui se sont développées. Il n'y a plus d'industrie en France, mais on voit des bases logistiques fleurir partout, selon le mode de vie que vous venez de décrire, qui est une catastrophe, c'est-à-dire un mode de vie ubérisé, un mode de vie qui fragilise les bases d'une histoire du travail et des contrats sociaux des employés et qui crée dans les centres-villes des esclaves à vélo. Donc on est véritablement là devant une contradiction puissante sur les aspirations réelles de cette écologie de centre-ville, si vous me permettez cette saillie. Parce que précisément, il faudrait avoir là une conscience politique globale de l'enjeu. Alors, qui traite de cette question? Mais elle est traitée. Il y a des unions de professionnels, il y a des fédérations nationales des transports routiers, il y a des fédérations nationales des transports voyageurs qui visent à réfléchir la route et son organisation logistique. Et j'attire votre attention sur un point qui est absolument décisif, parce que ces métiers sont des métiers qui deviennent extrêmement difficiles. On n'a plus de chauffeurs. On n'a plus de chauffeurs. Et donc, y compris pour des ramassages scolaires, eh bien, les problématiques se posent. Donc, évidemment, c'est un ensemble de réflexions qu'il faudrait mener et rendre plus visible. Vous avez commencé votre intervention par cela, par la visibilité de l'essentiel. Et moi, ce que je conteste dans le débat public, dans la recherche telle qu'elle se conduit aujourd'hui, ce sont les diversions et les anecdotisations des questions par rapport aux problématiques capacitaires. Pour revenir sur les marchandises, alors on a évoqué, peut-être on n'est pas obligé de commander des pizzas et de les faire livrer par un livreur Uber. Pour autant, on parle de mobilité urbaine, on est obligé d'avoir du transport et du transport lourd pour garnir la ville en marchandises. Oui, oui, ben, il y a des travaux très intéressants en cours, notamment sur la question du dernier kilomètre, hein, parce qu'une fois qu'on arrive en ville, comment on dessert donc toute cette logistique urbaine et qui a beaucoup évolué. Sur les camions qui roulent sur les routes, il y a des choses aussi qui sont faites, notamment on parlait d'automatisation des véhicules tout à l'heure, là où il y aurait un potentiel le plus important, parce que, semble-t-il, c'est plutôt dans ce qu'on appelle la platonisation, c'est-à-dire des véhicules, des camions qui pourraient rouler en convoi, à voir, c'est ce qu'on montre. Mais en tout cas, il y a des choses à faire de rationalisation. Nous, c'est plutôt centré sur le côté passager. En tout cas, moi, c'est plutôt mon objet de recherche. Mais ce qui est aussi intéressant, ce qu'on voit et ce qu'on apprend d'autres contextes, c'est une hybridation aussi des usages avec ce qu'on avait eu tendance, en tout cas plutôt chez nous, de bien séparer d'un côté le transport voyageur et de l'autre côté le transport fret, mais qui dit de pourquoi pas mélanger sur des petites distances, etc. Ça peut être aussi d'autres façons de réfléchir. Et puis, il y a des questions de régulation, de limitation, aussi certaines pratiques. Pas que, aussi de modification des usages, mais de... Et moi, Arnaud, moi, je compléterai en disant qu'une complément. une pizza, faut préparer la pâte et ça lève. Et donc, c'est aussi le temps qu'il faut pour la préparer qu'on doit réintégrer dans notre acceptation de ces matérialités. Et donc, la faire soi-même, ça prend plusieurs heures, mais on peut travailler en même temps. Il y avait une question, je crois, là-bas à ma gauche. Voilà. Monsieur a levé la main. On en pose deux peut-être. On ne parle pas de ces entreprises. Non, posez votre question. Voilà, monsieur, bonsoir. vous avez le micro et on Et passera à monsieur à votre gauche après. Je m'adresse à l'historien du Grand Paris et je travaille sur le plateau de Clé depuis 25 ans et je vois tout ce que ça comporte, le Grand Paris. Et vous avez répondu tout à l'heure peut-être, est-ce que c'est une bonne idée de faire la méga région de 20 millions d'habitants où il y a tout, mais finalement on ne peut rien faire parce que c'est compliqué? En fait, moi, je vais de Montrouge, et je veux habiter à Montrouge. Et je vais à Palaiseau, et à Palaiseau. Je mets toujours une heure, mais dans des conditions qui se sont dégradées énormément. Alors, c'est le Grand Paris, je ne sais pas, je pense que oui, parce qu'avant c'était des champs de colza et de maïs, aujourd'hui c'est des bâtiments. Et est-ce que c'est une bonne idée ça? Je crois que vous avez répondu déjà, disons. Moi, je peux répondre très clairement que non, à mon sens, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, énergétiques, qui font que on ne peut pas avoir une agglomération qui dépasse. Enfin, en fait, avant le pétrole, on n'a eu que 3 fois des villes d'1 million d'habitants, c'est Rome, Constantinople et Bagdad. Pendant des temps un peu étroits, et Rome, ils avaient ubérisé la Méditerranée, pour le dire comme ça, pour pouvoir faire fonctionner la ville.
Et du coup, nous là, on a X millions, X villes de plusieurs millions d'habitants. Alors en France, il n'y en a pas tant que ça, mais évidemment en Europe et puis bien ailleurs en Chine, en Inde. Et du coup, tout ça tout ça fait partie du paradigme quel avenir on pense pour la ville. Est-ce qu'on pense que la ville est une ville de la compétition mondiale qui doit avoir le plateau de Saclay dans le classement de Shanghai, ou est-ce qu'on désamorce tout ça en ayant un autre discours? Ils ont choisi. Est-ce qu'on peut encore changer? Alors, nous avons collectivement choisi, puisque tout ce processus est démocratique. Mathieu Flonneau. Disons que j'interroge quand même la démocratie de la Société du Grand Paris. Vous me permettez de poser la question. Les financements en apesanteur, la sortie de route des crédits, si on est capable de me dire quand est-ce qu'une ligne sera inaugurée véritablement, c'est une question. Et je connais la puissance de la Société du Grand Paris. Gaël Estevant, vous voulez ajouter quelque chose? Arnaud Passalacqua, je vous ai vu... Comme j'ai été présenté comme secrétaire du comité d'histoire de la Société du Grand Paris, je suis en historien, c'est-à-dire qu'on documente le processus en train de se faire. Ça, je n'ai pas à porter un jugement en tant qu'historien. C'est démocratique au sens où c'est... Oui, alors il y a quand même énormément d'élus qui sont très impliqués. Alors après, voilà, les élus sont-ils légitimes, tout ça, mais en tout cas, les processus sont beaucoup plus démocratiques que ceux qui ont pu fabriquer le RER, par exemple. Mathieu Flonneau, vous voulez Que ajouter... Paul Delouvrier. Non, mais c'est un débat immense, parce que c'est quand même le cadavre dans le placard. Je vous invite à lire Aurélien Bélanger sur le Grand Paris. Évidemment, vous avez là la question qui se pose dès la finalité. C'est ce que vous avez explicité, monsieur. La finalité de cette mobilité urbaine sans fin, dédiée et portée par un objet. Et il emploie, Aurélien Bélanger, dans une métaphore absolument fulgurante, l'exemple pascalien de ce mobile permanent. Est-ce réaliste pour un fonctionnement d'une agglomération dont le foncier continue d'être dévoré, etc., etc. Donc évidemment, beaucoup de questions. Mais encore, je répète la question, parce que moi j'ai vu sur ma feuille d'impôt, comme tous les contribuables parisiens et peut-être même français, parce que son problème au Grand Paris Express, c'est d'aspirer tous les crédits qui auraient été nécessaires aux RER régionaux, et j'ai vu apparaître la ligne d'impôt Grand Paris. Mais je demande quand est-ce qu'il va être inauguré. Monsieur. Oui. Bonsoir, merci pour la richesse de ce débat. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué en début de débat, sur la question du rationnement, qui est quand même un terme extrêmement perturbant, puisque les dernières périodes de rationnement, vous l'avez évoqué, concernaient l'eau, concernent aujourd'hui éventuellement l'électricité, et font référence très clairement à des failles, à des échecs, à des problèmes à la fois de gestion, de production, d'approvisionnement, etc. Et puis, de façon plus historique, font référence à la dernière guerre mondiale, au moins, ou les deux dernières guerres mondiales. Donc des situations qui sont quand même extrêmes. Et donc appliquer cette notion à la mobilité pose quand même un certain nombre de problèmes, en premier lieu anthropologiques, puisque voilà, l'histoire de l'humanité est une grande histoire de la mobilité, mais aussi des questions de nature plus économique, hein, avec tout ce que les études économiques montrent sur la valeur de la vitesse, la valeur économique de la mobilité, et puis voilà, pour l'accès à l'emploi, pour sortir de cette assignation à domicile. Bon, voilà, donc c'est pas la peine de développer plus, mais ça se traduit peut-être dans des villes comme Singapour par des plaques d'immatriculation à 60 000 €. C'est une solution. C'est possible dans un régime autoritaire. Donc, quelle société est-ce que ce rationnement de la mobilité va façonner ? Alors, effectivement, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le rationnement des mobilités, et je vous invite à aller voir la page du Forum Vie Mobile sur les rapports qui ont été faits. Il faut distinguer 2 types de rationnement. Il y a un rationnement qu'on est en train de vivre par manque de ressources. Donc l'eau l'été, l'électricité demain, etc.
Mais il y a un autre rationnement qui était plutôt celui sur lequel on travaillait, qui était de se dire face au changement climatique, on ne peut pas continuer à émettre autant, et donc il faut choisir de s'auto-rationner alors qu'on sait qu'on a plein de pétrole. Donc c'était plutôt celui-là que nous visions historiquement, même si on était rattrapé par l'histoire, qui est le rationnement par les ressources aujourd'hui. Deuxièmement, quand je dis rationnement, c'est pas de laisser les gens chez eux, c'est un rationnement sur le nombre de tonnes de CO2 que vous pouvez émettre dans vos mobilités carbonées. Donc en gros, quand vous achetez un litre d'essence ou un billet d'avion. Et donc c'est réduire rationner, c'est-à-dire réduire quand même cette capacité à acheter de l'essence ou des billets d'avion. Et je rappelle que ça touche d'abord les plus riches, puisqu'en fait, les gens qui ont la mobilité la plus carbonée, c'est les plus riches. Donc donc c'est celle qu'on peut le plus facilement enlever, celle de l'avion. Et on n'est pas sur le Covid. En fait, il ne faut pas plaquer le confinement du Covid sur ce que serait un monde du rationnement progressivement construit et qui s'inscrit d'ailleurs dans ce que nous avons aussi collectivement choisi, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui envisage qu'en 2050, on ait atteint une sorte de neutralité carbone, complètement fantasmatique probablement, mais sur la trajectoire de laquelle on n'est pas du tout. Donc, si on veut même être en cohérence avec les lois qu'on se vote, il faut avancer avec des outils contraignants. Donc, je vais être plus court là-dessus, mais il y a des choses en ligne, et Mathieu Bloch pourra vous renseigner. Juste pour préciser, est-ce que c'est pas aussi une question de vocabulaire, rationnement, le mot est fort? Alors oui, on n'est pas très clair sur notre vocabulaire. Réduire la consommation de mobilité sans dire qu'on la rationne. Alors ça dépend si on veut parler franchement aux gens, moi je suis favorable à ça, ou si on veut leur dire qu'ils ont une carte carbone qui permet d'acheter. Mathieu Flonneau, vous vouliez ajouter quelque chose? Gaël Estevant. Oui, puis rationnement, il peut avoir un rationnement par les prix ou par le temps aussi. Par exemple, si on regarde les histoires de politique de gestion de la congestion automobile, Londres a décidé de mettre en place un rationnement par les prix en mettant en place un péage urbain. Donc, c'est ceux qui ont les moyens de payer qui vont dans la zone à péage. Paris a décidé de limiter la place de l'automobile et a mené une politique congestionnelle en réduisant l'espace viaire dédié à l'automobile. Donc, en allongeant les temps de parcours des automobilistes qui continuent à se déplacer. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres... le rationnement, c'est pas seulement que des tickets, en fait, comme on peut avoir l'image d'un rationnement pendant la guerre. Il y a aussi différentes manières de mettre en place ce rationnement. Et juste aussi pour avoir en tête, comme l'a bien dit Arnaud, c'est la question aussi des kilomètres parcourus. Aujourd'hui, c'est plus vous parcourez de kilomètres, par exemple, en voiture, plus vous allez émettre de CO2, c'est aussi donc de jouer sur les kilomètres parcourus. Et ça peut se faire par une réduction des distances à parcourir, mais aussi, par exemple, par une mutualisation de l'usage automobile. Et si vous êtes plusieurs dans la voiture, pour une même distance, on va regarder la consommation en passager kilomètre qui sera meilleure si vous êtes 5 dans votre voiture que tout seul. Et aujourd'hui, on sait que les taux d'occupation des véhicules individuels sont encore très faibles, et encore plus à l'heure de pointe. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le rationnement, on est dans le partage. Voilà. Enfin, oui, on peut dire. Voilà. Mathieu Flonneau. La question appelait quand même une réflexion plus radicale. C'est-à-dire que certains vous donnent des réponses. Arnaud vient d'en donner une. Un rationnement. L'acceptabilité sociale de ce rationnement, elle sera autoritaire ou elle ne sera pas. Et si on veut parler vrai, bien évidemment, l'horizon, c'est la décroissance. L'horizon, c'est la démobilité. Et l'horizon, c'est, historiquement, si l'on raisonne de façon spenglérienne, c'est le malthusianisme. Et Malthus, c'est à la fin des fins, une réflexion sur la démographie. Et cette réflexion sur la démographie, ça c'est pas la fin des fins, c'est au départ une réflexion sur la démographie. La liberté individuelle et ce à quoi on a été attaché quand même collectivement pendant plusieurs décennies va demander de se déshabituer d'un modèle qui probablement, pour des raisons de limites, mais les limites to the growth étaient posées dès
1972 pour des raisons de limite. Et depuis 1972, mondialement, la pauvreté a reculé, les épidémies ont reculé. Donc ça n'a pas empêché une forme de progrès. Donc c'est une question qui mérite d'être réfléchie dans l'horizon d'attente qui, pour certains, est très clairement du malthusianisme. Je vous ai vu sourciller. Oui, depuis 72, on a je sais pas combien de fois plus d'habitants sur Terre, mais et y compris en France. Non, juste un truc, c'est que je pense qu'on aura besoin de plus de force de travail puisqu'on aura moins de pétrole. Donc en fait, je suis pas si sûr qu'on soit sur une réduction de la population. En revanche, c'est une réduction de nos niveaux de vie probablement et de nos besoins de mobilité qui va se construire. Mais voilà, je suis pas sûr qu'on soit d'accord sur la question démographique. Enfin, en tout cas, je reprendrai pas l'accusation de malthusianisme si elle m'est adressée. Et en tout cas, on dépasse très largement le cadre qui est fixé pour cette discussion. Vous vouliez ajouter néanmoins quelque chose, Gaëlle Estevan? Non, enfin, Arnaud l'a dit sur la population, la démographie aussi, on en a peu parlé, et ça joue au quotidien dans la mobilité, évidemment. Si la population passe à 7 milliards d'habitants, je ne sais plus combien on est, mais... À 8, je crois, à peu près. Ouais, voilà, plus. Eh bien, ça fait autant de déplacements. Si un individu se déplace en moyenne, on va dire une moyenne basse de déplacements par jour, voilà, vous multipliez. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart des gens de cette planète se déplacent très peu. Comment ? La si, plupart des gens ils sur se cette déplacent planète, très peu, mais s'ils font moins 2 déplacements par jour, ça fait quand même... Mais ils prennent pas tous le TGV, l'avion ou... bien sûr. leur Tesla. Comme je vous ai dit, beaucoup se déplacent à pied. C'est ça. Là, voilà, on est dans... Mais c'est ce qui fait... Enfin, voilà, ce qui consomme aussi, ce qui produit des émissions. On ne va pas revenir sur tout ça. On a encore le temps pour une dernière question, si jamais il y en a une dans le public. Monsieur, et ça sera la dernière. Tout le monde est en train de s'enrhumer sur le plateau. Pourrait-on considérer que le mini-exode auquel on assiste, à la suite du départ effectivement de certains citadins, notamment à Paris, vers les milieux, villes moyennes ou autres, pourrait avoir les effets d'une autorégulation sur les problèmes que vous évoquez de la mobilité urbaine? Ou est-ce que c'est au contraire un faux problème ou qui serait trop long, sur une durée trop longue à se mettre en place? Est-ce que c'est... Premièrement, moi, je ne suis pas expert de ça, mais j'ai cru comprendre que l'exode n'est ni nouveau ni complet. C'est-à-dire que Paris a toujours eu une vertu d'attirer beaucoup de gens et que les gens repartent après. Et semble-t-il, il n'y a pas tant de ça de gens qui sont repartis réellement. Enfin, pas plus qu'avant, si j'ai bien compris. Deuxièmement, ça renvoie vers les effets dits rebonds, c'est-à-dire le fait que lorsque vous partez mais que vous gardez un pied à Paris, le télétravail fait que vous allez vivre dans une zone moins dense, où vous allez être plus dépendant de votre voiture, et vous allez avoir une facilité d'organisation de votre agenda, votre emploi du temps de la journée où vous travaillez, qui fait que vous pouvez facilement faire une course en voiture, là où vous ne l'auriez pas faite si vous étiez dans votre RER pour aller au bureau. Oui, et du coup, ça devient intéressant de considérer la mobilité à l'échelle de la semaine et non pas à l'échelle de la veille, parce que ça permet de prendre en compte l'ensemble de ces déplacements. Peut-être qu'on pourrait finir par une question de dame. Mesdames, si vous avez une question, au deuxième rang, et ça sera cette fois-ci la dernière question. Merci pour la possibilité. En fait, ils ont déjà soulevé la question des marchandises, mais en pensant au-delà, en pensant plutôt des passagers, que c'est notre accent ici, si on veut ou pas, mais aussi les rôles des entreprises de ces déplacements, parce qu'en fait, on est un peu dépendant de ces... oui, on est employé, mais... il y a les jeux, si je peux choisir ou pas mon lieu de résidence, mais c'est pas si facile de faire un déménagement plus proche du travail. Donc, ce qui j'ai manqué un peu, si je pourrais mettre comme ça, les rôles des entreprises, ça a été parler de lobby, parce qu'il y a un lobby des entreprises aussi. Donc, le rôle des entreprises de mettre
mettre en place ces changements, en fait. Parce que parfois, les citoyens en soi-même, ils peuvent pas les choix qu'ils peuvent faire des changements, même modaux, de modal ou de lieu de résidence, encore moins. Et on revient sur ce caractère systémique de la question qu'on a traitée ce soir. Quelques mots de conclusion. Oui, tout à fait. Et puis les entreprises ont un rôle aussi important à jouer dans la mobilité de leurs salariés. C'est un échelon important. Ça a été pris en compte parce que maintenant, les entreprises de plus de 100 salariés sont obligées d'avoir un plan de déplacement d'entreprise, enfin un plan de mobilité. Et il y a des mesures qui ne se sont pas toujours mises en place, mais qui se sont quand même relativement révélées efficaces. Par exemple, sur l'encouragement à des places réservées pour les personnels qui covoiturent. Oui, mais le versement transport, ça ne concerne pas toutes les entreprises, c'est pas sur tous les territoires. Oui, bien sûr, mais il y a aussi un enjeu de connaître la mobilité des employés. Ça, c'est pas toujours... Mais le versement transport, ça en fait partie. Et ça sera le mot de la fin. Cette table ronde est maintenant terminée. Je vous invite à la prolonger en visitant l'exposition Permis de conduire ici au musée jusqu'au 7 mai prochain. Merci à nos 3 invités, Mathieu Flonneau, Gaël Lestevant et Arnaud Passalacqua. Merci à vous tous pour vos attentions et pour vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis au revoir.